Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va optimiser une entrée de 4 mètres carrés pour une abonnée qui s'appelle Gaëlle. Gaëlle, c'est une meuf qui rêve de petits cottages anglais, mais qui a atterri depuis 1 an dans un appartement parisien tout blanc. Comme elle sait pas très bien bricoler, elle sait pas par où commencer, et ça fait 1 an qu'elle a ses chaussures au niveau du nez quand elle rentre chez elle, et ça l'énerve. Elle m'a donc envoyé un message pour me demander mon avis. Moi c'est Jeanne, et j'aide des gens à retaper leur appart. En répondant à son message, je m'attendais pas du tout à un chantier aussi spécial, et aussi à me retrouver face à une difficulté que j'avais jamais rencontrée dans mes chantiers, et qui a bien failli tout me faire abandonner. Dans cette vidéo, on va parler de comment optimiser des rangements dans des tout petits espaces. On va parler trompe-l'œil et fausse symétrie, rosemaling norvégien et peinture de fresques. On va parler de comment mettre plein de personnalités dans des tout petits espaces. Et surtout, on va parler de comment faire pour ne pas abandonner quand on bloque, qu'on sait pas par où commencer et qu'on n'arrive plus à choisir ce qu'on veut. Comme on est des adultes responsables, on va pas se précipiter sur la déco. Déjà, il faut tout virer. Comme par exemple ce vieux verrou. Sauf qu'il y a des gens qui ont eu la bonne idée de peindre les vis et donc les pas de vis sont inaccessibles, il faut y aller au cutter pour essayer de les retrouver. C'est dur. On aurait pu le laisser ? Vous me prenez pour qui ? Du coup, on sort les gros outils, à savoir le multitool ou la scie vibrante. Et l'idée en fait, c'est de faire une fente dans laquelle on peut glisser le tournevis. Sauf que ça marche pas du tout et que j'ai juste éclaté la tête de vis. En même temps, regardez pourquoi elle s'enlevait pas. Je sais même pas comment elle est arrivée dans cette position. Le deal sur ce chantier, c'est que moi j'amène mes bras et mes idées, et Gaëlle, elle paye les matériaux et elle est présente à toutes les étapes du chantier. En plus, elle va apprendre à bricoler, et moi j'adore ce type de relation sur les chantiers, alors c'est tout bénef. Mais ça va pas, Jeanne, qu'est-ce qui te prend ? Tu vas pas commencer à couper des câbles à l'intérieur des appartements ? Alors déjà, calmez-vous. Ces câbles, qu'est-ce qu'ils font à sortir comme ça du plafond ? Ça n'a aucun sens. Et ensuite, c'est pas dangereux, c'est des câbles qui n'ont aucune utilité désormais, à savoir des câbles téléphoniques, puisque plus personne n'utilise des téléphones fixes. Vous, oui ? Montre-moi les ciseaux. Ciseaux dinosaures. Des ciseaux d'hôpital, parce que Gaëlle, cette belle gosse, son travail, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'un hôpital. Il y a des gens stylés, que voulez-vous ? Tellement stylés qu'en 2 minutes, elle a déjà appris à utiliser une scie sauteuse avec tous les EPI et tout. Si, je suis trop fière d'elle. Là, elle découpe des lattes de parquet ancestrales qu'elle a trouvées dans sa cave pour faire des étagères pour ses chaussures. Ouais, y a pas de petites économies dans la France de Macron. Moi, pendant ce temps, ponce. Tap. Gaëlle, elle est propriétaire, donc pas de galère au niveau de la caution. Like a glove. T'es contente ? Petite pause pour le nettoyage très satisfaisant de l'alcôve à chaussures. Et je ressors mon copain le multitool pour découper les crémaillères. C'est trop doux. Oui, j'ai ça depuis pas longtemps et c'est si doux. Alors... Tap. Vraiment une professionnelle du bricolage, quoi. Saleté de clou sauteur. C'est drôle, on entend, ouais. On dirait un enfant qui fait du xylophone. Ouais, il se casse. Quand tout ce que t'as entendu pendant la journée, c'est... Bah, c'est réjouissant, en fait. Bon, ok, vas-y, essaye, parce que là, je suis en train de péter un câble. Je suis maudite des clous, ou quoi ? Je vais partir à la recherche des clous que j'ai perdus. Elle le pense. Bien sûr, vous êtes les meilleurs clowns. Magnifique. T'aimes bien être devant la caméra ? Je me rends pas compte, donc ça... C'est peut-être il fait du bruit jusqu'à ce qu'il casse. Peut-être que c'est un appel à l'aide. Non, sérieux, j'adore les chantiers avec les abonnés. Je rencontre systématiquement des gens chouettes. Moi, elle va me tuer. Ils sont très bien. Et ils sont magnifiques, ces clous, ils sont superbes. Comme me dit toujours Gaëlle, il faut bien leur parler, sinon ils vont pas être gentils. On passe maintenant au soubassement. L'idée, elle est venue de films que Gaëlle adore, type Emma ou Les filles du Docteur March, où on voit beaucoup de boiseries comme ça, plates, peintes, très cottage anglais.
C'est un style dont Ariel Bissett a usé et abusé dans sa maison, je vous en avais parlé dans une de mes dernières vidéos. Et l'avantage, c'est que ça vient apporter beaucoup de poids et d'intérêt visuel pour un effort qui est très limité. L'autre intérêt du soubassement, c'est qu'il va venir aider à équilibrer le placard à chaussures. Et là, on rentre dans le dur du sujet du design, restez bien attentifs les enfants. D'un côté, on a le meuble à chaussures. Il faut qu'il contienne beaucoup de chaussures. Non, j'ai dit beaucoup de chaussures. Voilà, là c'est bien. C'est bien, mais du coup, visuellement, ça devient complètement déséquilibré. Parce que d'un côté, on a ce gros meuble à chaussures, et de l'autre côté, il n'y a rien du tout. Sauf que, bim, soubassement. Et ça, c'est uniquement la première étape pour créer un sentiment de symétrie et d'harmonie dans l'entrée. Et tout ça, je peux vous l'expliquer grâce à Mika, qui est un abonné qui a bien voulu me filer un coup de main pour illustrer toutes ses décisions. Merci beaucoup, Mika. En plus, c'est un type de déco qui prend très peu de place, donc c'est nickel pour un tout petit espace qui est tellement petit qu'il faut bien que je mette la caméra là où je peux. Un coup d'acrylique pour lisser les joints. J'ai déjà dit que j'aimais pas le mastic. En vrai, j'ai pas trop aimé mettre cet acrylique. Déjà qu'en général, j'aime pas mettre de l'acrylique. Je déteste le mastic. Je suis dans chaque vidéo. Et si vous vous posez la question, c'est le copain de Gaël qui tient la caméra de façon, si je puis dire, très professionnelle. Il a pas accepté de me montrer sa tête, mais sa présence était quand même bienvenue. Le chambranle de la porte d'entrée, lui, il est pas lisse du tout. Oui, on fait attention à ce genre de détails parce qu'on s'en rend pas trop compte quand on démarre les travaux, mais on a tendance à se concentrer que sur le truc le plus moche. Comme par exemple, là dans cette vidéo, le placard à chaussures ou les câbles qui sortent du mur. Mais en fait, une fois que ça s'est traité, on voit le prochain truc plus moche. C'est infini comme ça dans les travaux. Tu règles un problème et tu vois juste le prochain truc moche que tu voyais pas avant parce que le truc le plus moche te prenait toute ton attention. Donc en fait, dans les travaux, il faut anticiper suffisamment pour qu'à la fin, il y ait une sorte d'harmonie de niveau de finition qui fait qu'il n'y ait pas un truc plus moche que les autres qui sautent aux yeux. Maintenant qu'on a une base, on peut réfléchir à la décoration. Ce qui plaît particulièrement à Gaël dans les intérieurs des filles du Dr March ou de Emma, c'est les boiseries peintes. Et ce genre de boiseries peintes dans les intérieurs du 19e et 18e siècle, en fait c'est des restes de l'époque rococo. Trop bien, du coup, faisons un motif rococo sur sa porte. Sauf que quand je lui ai demandé un exemple de motif qu'elle aimait bien, elle m'a montré un motif de coffre rural norvégien. Et ce qui était bizarre, c'est qu'il allait juste trop bien avec le style des intérieurs de Emma, etc. C'était suspect, fallait que j'enquête. Je vais à la bibliothèque pour trouver des bouquins sur l'histoire de l'art, des peintures sur meubles vernaculaires en Norvège et en Suède. On va voir ce que je trouve, et en fait, j'ai un peu une intuition du lien avec la vibe cottagecore qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Et j'ai besoin de faire sens de tout ça, donc voilà, je prends le temps un peu là d'aller fouiller. Déjà, j'avais l'impression d'être à Poudlard, c'était incroyable. J'ai fouillé dans les rayons et j'ai fini par découvrir que ce style norvégien, ça s'appelait le rosmaling, et c'était hyper populaire chez les fermiers riches norvégiens à la fin du XVIIe siècle. Et c'est à la croisée de tellement d'histoires, il faut que je vous raconte, c'est trop intéressant. Déjà, il faut qu'on parle d'une influence à laquelle je m'attendais pas du tout, qui est l'influence chinoise. En fait, l'Europe est fascinée depuis l'Antiquité par la laque chinoise, et avec Louis XIV et les routes commerciales maritimes, ça va devenir une obsession. Tous les aristos d'Europe voulaient de la laque chinoise dans leurs intérieurs. Petit à petit, ça s'est croisé avec l'esthétique baroque de l'Église catholique, qui à l'époque voulait montrer aux protestants c'était qui les plus forts. Et bim, ça fait du rococo dans tous les salons friqués d'Europe, jusqu'en Suède. Chez les bourgeois et les riches fermiers, ça ziote chez les aristos et ça jalouse très fort. Du coup, ils vont commencer à demander à leurs artisans de faire exactement la même chose. Et ça va devenir une énorme trend en Angleterre, en Alsace, en Bavière et oui, jusqu'en Suède. En Norvège, c'est un peu particulier parce qu'à l'époque, l'ambiance dans les familles de riches fermiers norvégiens, les familles de bonders, si j'ai bien compris, elle est pas très ouverte aux influences étrangères. En fait, il faut comprendre que 3 siècles plus tôt, la Norvège a été juste dévastée par la peste noire et ils ont énormément du mal à s'en remettre, si bien que depuis, c'est une aristocratie danoise qui contrôle le pays. Les familles de bonders, ils ont réussi à garder quelques droits, mais ils ont plus accès à l'ascension sociale, donc ils l'ont mauvaise. En réaction à ça, ils vont développer une fierté nationale autour de leurs meubles sculptés, transmis de génération en génération. Et en fait, tout ça, ça fait que à l'époque, on a quand même un style qui est très particulier en Norvège, qui est un peu évolué dans une bulle depuis des centaines d'années. Sauf que fin 17e siècle, quand même, à force de voir des intérieurs rococo chez les Suédois et d'envoyer leurs artisans faire leurs études le long du Rhin, les familles de bonders norvégiennes, elles craquent et elles commencent à intégrer du rococo dans leur décoration. Et en fait, la rencontre entre l'esthétique des familles bonders et le rococo, ça va donner le rosmaling.
Je veux juste prendre une seconde pour demander pardon à tous les historiens qui sont en train d'hyperventiler devant mes raccourcis historiques, mais pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Aujourd'hui, avec la trend cottagecore sur les réseaux sociaux, on a un paquet de créateurs de contenu qui mettent en avant cette esthétique rurale et de retour aux artisanats locaux. Et c'est compréhensible, aujourd'hui cette esthétique c'est un refuge face à la modernité et à la quantité d'informations hyper angoissantes qu'on reçoit H24. Mais voilà, faut avoir conscience que les styles qui alimentent le cottagecore aujourd'hui, en fait c'est des styles qui sont le résultat de rencontres entre des styles du monde entier, de batailles religieuses, d'enjeux de distinction sociale, de colonialisme et de l'itinérance de milliers d'artisans. Bon, trop bien, du coup maintenant on a un contexte historique sur les inspirations de Gaël. Mais ça nous dit pas du tout quel motif on va faire. On voulait prendre cette inspiration de Rose Manling et la remettre à notre sauce avec des motifs plus simples. On a fouillé pendant des heures et des heures, des dizaines d'images d'inspiration. On a fait des dessins, des schémas, des modélisations. Mais en fait, face à l'immensité des possibilités, Gaël n'arrivait juste pas à se décider. Je me suis dit, à cette étape-là, ne la pressons pas, on a quand même une information, c'est que dans toutes ces images d'inspiration, il y a cette association entre un bleu-gris et un rouge foncé. D'ailleurs, ce bleu-gris... C'est quoi ta couleur préférée? Je crois que c'est le bleu. Je suis aussi. La totale. On a donc acheté des échantillons pour tester différents bleus sur place. On va laisser sécher tout ça le temps de faire les portes de placard. T'arrives pas à te décider? J'ai fait des tests pour savoir quelles étaient les bonnes dimensions pour percer les trous de charnière, parce qu'on a utilisé des charnières Ikea et on a fini par réussir. J'ai plus aucune idée du pourquoi de ce fou rire, mais on n'arrivait plus du tout à bosser. On est beaucoup trop haut. Pourquoi on est aussi haut? Oh, waouh. Oh, qui l'a cru? Oh, Pas moi. premier essai. On a réglé les portes. Alors en fait, fallait qu'on choisisse entre le niveau ici et le fait que ça suive le mur parce que le mur n'est pas droit. Donc on a choisi cet angle-là, que les deux, que là ça soit bon et là ça soit bon, donc que tout soit à niveau. Peu importe que là le jour il soit pas régulier. Si vous remarquez bien, les portes du placard vont pas jusqu'en bas et c'est fait exprès, c'est pour qu'on puisse glisser les chaussures quand on rentre chez soi sans qu'elles traînent dans le passage. Je vois souvent dans les entrées des meubles à chaussures qui vont jusqu'en bas et franchement je trouve que c'est une erreur d'ergonomie. Là je crée un petit support pour empêcher les portes d'aller trop loin. Ces fraises, je les ai achetées grâce à la cagnotte que vous avez continué d'alimenter au fil des mois. Et je voulais encore vous remercier parce que c'est ça qui me permet de faire un boulot de qualité sur mes chantiers. Je voulais aussi vous dire que je vois toutes les propositions de chantier que vous m'envoyez. Vraiment, il y a trop de choses géniales. Mais voilà, ça fait 1 an que je travaille à plein temps sur cette chaîne et au niveau financier, ça commence à devenir un peu ric-rac. Le boulot de youtubeur, c'est assez précaire, surtout à mon niveau, et je publie pas assez souvent pour vraiment intéresser les agences d'influence parce que je prends le temps de faire des vrais chantiers avec des solutions qui ont du sens pour les gens qui y habitent. Et du coup, je peux pas poster une vidéo toutes les 2 semaines comme la plupart des youtubeurs. Du coup, avec tout ça, j'ai dû prendre un boulot à côté qui me prend du temps, et donc j'ai moins le temps pour faire des chantiers, des vidéos, etc. Mais en tout cas, sachez que j'abandonne pas du tout, j'aime beaucoup trop ce que je fais, j'adore vous partager ces chantiers, j'adore aller aider des gens qui ont besoin de se sentir mieux chez eux. Bref, je fais au mieux et il y a plein de chantiers qui arrivent. Pendant que la sous-couche séchait, on a aussi pris le temps de refaire des tests couleurs pour choisir cette fois la teinte de rouge. Du coup, toi, tu mets ton acrylique juste avant de peindre. C'est quoi cette histoire? C'est Jeanne qui m'a dit que c'était une bonne idée. Ouais, alors, laissez-moi dire que ce n'est pas mon idée. Normalement, les gens sur les réseaux sociaux, ils vous disent « Faites une première couche de blanc, comme ça vous aurez une ligne parfaite. » Mais apparemment, il y a une autre manière de faire qui nous évite d'attendre que la peinture blanche sèche. Je vais te montrer l'astuce que 99% des peintres ignorent pour un réchampis chirurgical. Tu mets de l'acrylique, puis tu me lisses tout ça avec ton gros doigt de hobbit, puis tu me barbouilles tout ça. C'est la première fois que j'essaye. Crash test. Crash test, exactement. Es-tu heureuse d'être ma crash test? Super. En fait, tu viens direct dans ton coin et tu viens lisser l'acrylique. Et tu vois, ça mélange pas l'acrylique avec la peinture. Et en plus, le pinceau vient sculpter l'acrylique, c'est tant mieux. Smile, Jeanne. Coucou! J'avais pas réalisé que tu filmais. Je prends mon job très à cœur. C'est pas trop mal. Ouais, c'est bien. Bon, la ligne est propre.
Par contre, ce que j'ai découvert, c'est que pour que cette technique marche bien, déjà, il faut pas mettre trop d'acrylique. Sinon, après, on se retrouve avec une différence de niveau, c'est pas très joli. Et ensuite, deuxièmement, c'est que le pinceau avec lequel on passe la peinture par-dessus l'acrylique doit être bien saturé en peinture, bien gras, on dit. On a bien pris le temps de faire la jonction derrière la barre de verrou pour la délimitation avec un cadre bleu un peu plus foncé. Mais attendez, du coup, il faut que je vous explique ce qu'on est en train de faire parce que c'est un peu bizarre et c'est là que ça devient super intéressant. Parce que regardez, si je peins la porte en bleu clair et le chambranle en bleu foncé, ça fait ressortir de ouf la barre du verrou. On pourrait la camoufler en peignant à droite en bleu foncé. Mais ça marche pas, parce que ça fait un côté du chambranle qui est beaucoup trop grand par rapport à l'autre. Et en plus, il y a un deuxième élément qui casse l'effet de symétrie, c'est que le chambranle à droite, il est collé au mur, donc il n'y a pas de marge comme à gauche. Qu'à cela ne tienne, Jamy, j'ai trouvé une solution. Il suffit de décaler visuellement le chambranle droit de la porte vers la gauche. Le chambranle à droite devient le mur, et la partie de la porte qui est entre le verrou et le bord de la porte devient le chambranle. Et ça donne ça. C'est vachement plus joli, non? Et bah ça s'appelle un trompe-l'œil avec de la peinture. Voilà, c'est simple, c'est efficace, on est content. Tant qu'on parle de proportion et de symétrie, la question suivante, c'était le nombre de panneaux qu'on voulait mettre sur la porte. Oui, parce que les portes anciennes, elles ont plusieurs panneaux et on voulait reproduire ce style-là. Pas besoin de grand-chose, juste de quelques moulures. On a fini par s'arrêter sur ce format-là parce qu'il avait l'avantage à la fois de faire très cottage et à la fois de pas avoir trop de panneaux, et comme la porte était devenue un peu fine avec cette histoire d'illusion d'optique, bah c'était pas mal. On est en train de regarder les proportions des différents panneaux. Et là, c'est bon? Ouais, c'est bon, on a nos mesures. Je m'éclate. Il était enfin temps de poser le motif. Sauf que, après tout ce temps de réflexion, Gaëlle arrivait pas à se décider sur un motif. Moi, ça fait partie de mon boulot d'aider les gens à se projeter dans des projets de travaux. Mais là, vraiment, je savais plus quoi faire. C'était la première fois que ça m'arrivait d'une façon aussi claire. Gaëlle, vraiment, elle n'arrivait pas à se projeter. Moi, j'étais juste hyper frustrée. Parce que d'un côté, je peux pas choisir à la place de Gaëlle. C'est son appart, c'est important que ça lui plaise. En plus, l'idée, elle venait d'elle. Je voulais pas trop lui foutre la pression parce que j'avais peur qu'elle regrette de s'être lancée dans un projet avec une meuf qui lui disait choisis, quoi. Mais de l'autre côté, je voulais vraiment pas qu'on abandonne. J'avais vu la petite étincelle dans ses yeux, la joie qu'elle avait quand elle me parlait de ce projet de motif. Je voulais vraiment pas abandonner ça. Bref, un jour, j'en parle à mon copain et il me dit un truc qui va me rester dans la tête et me remettre un peu à ma place. Tu sais, la plupart des gens sont pareils. Regarde-moi, à chaque fois que tu me proposes un truc pour l'appart, je suis incapable d'imaginer à quoi ça va ressembler. Tu peux pas partir du principe que les autres arrivent à se projeter de la même manière que toi. Et il avait raison. En fait, depuis le début, j'avais embarqué Gaëlle dans mon processus créatif, ma façon de faire, sans prendre en compte la façon dont elle fonctionne. Moi, les modélisations, ça me parle. Mais pour elle, j'ai compris qu'en fait, il fallait que j'aille chercher dans le concret. Du coup, je me suis dit, on va faire simple. Je vais imprimer les motifs, les découper, scotch, et puis je vais laisser le temps de voir à Gaëlle si ça lui plaît ou pas. Vous savez quoi? Ça a marché. Une fois la barrière levée, à la fois j'étais trop contente, à la fois j'étais terrifiée parce que ça voulait dire que maintenant il fallait peindre. Je suis pas peintre en décoration et autant je peux prendre des risques chez moi, et encore je le fais souvent avec des professionnels, mais là je suis chez quelqu'un d'autre, donc si je me foire, l'angoisse quoi. Mais bon, là j'avais plus d'excuses. Gaëlle m'avait dit ok, fallait y aller, et puis si elle est contente, moi je suis contente. Aujourd'hui on va poser le motif. Motivé? Gaëlle sait pas ce qu'elle fait. Gaëlle a essayé de rattraper. Gaëlle s'est plantée. Non, ça va? Gaëlle très exigeante. Gaëlle trouve moche. Gaëlle Burke. Gaëlle, comment as-tu pu? Gaëlle scandale. C'est pas la première fois que je peins à la verticale, mais là, clairement, il y avait juste pas de marge d'erreur. Jeanne retient sa respiration. J'espère bien. Oh, putain, c'était trop satisfaisant. Moi, je tiens à saluer le courage de Gaëlle qui s'est lancée sur la grande fleur. Franchement, t'avances bien, hein? Cher la fougère, franchement, je suis trop impressionnée. Franchement, c'est... Tu gères, c'est hyper symétrique. Voir la concentration de Gaëlle, la voir de plus en plus joyeuse au fur et à mesure que le motif s'installait, voir l'ensemble comme ça prendre vie, bref, c'était trop chouette comme soirée.
T'es DJ. Et c'est le moment du résultat final. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, la liker, commenter, booster, envoyez-la à vos potes. Bref, vous connaissez le topo. Et si vous voulez me soutenir financièrement, bien sûr, il y a le lien de la cagnotte en description. Je suis juste tellement heureuse que Gaël ait osé. C'est un style qui est vraiment pas très commun aujourd'hui. Je trouve qu'on se fout une pression de dingue pour faire des intérieurs qui soient validés, qui soient safe, qu'on a vu sur des dizaines de photos, alors que chez soi, ça peut aussi juste être un terrain de jeu, en fait. Bon bah du coup c'est la fin du chantier, ça fait depuis novembre qu'on est là-dessus et je sens que c'est un chantier qui a demandé pas mal de confiance de ta part et de patience. Du coup déjà je voulais te remercier pour la confiance que t'as posée en moi pour prendre toutes tes décisions et merci déjà. Merci pour ta patience. En vrai c'était super intéressant de prendre du recul sur comment t'aider parce que du coup j'ai dû inventer des nouvelles méthodes auxquelles j'avais jamais pensé en fait. Et puis c'était trop chouette de faire ça avec toi, franchement. Trop contente. On manque de fleurs dans ce monde. En Oui. plus, regardez, elle a fait ça pour sa maman. C'est pas trop mignon. Bon bah voilà. Fin du Fin de truc. tournage. Fin de tournage. Comme ça qu'on fait. Hein.